Bonjour Vanessa Sionneau. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce troisième rendez-vous du podcast de LB Synergie. 1 + 1 = 3. Donc c'est un petit temps de respiration pendant lequel nous allons évoquer pendant une quarantaine de minutes votre parcours, apprendre à mieux vous connaître et parler de mieux-être à la carte à l'aube de la semaine consacrée à la qualité de vie et conditions de travail. Vous l'aurez remarqué, donc on fait bien les choses, hein, vous voyez. Donc j'ai remarqué que vous étiez sereine, que vous étiez positive, que vous étiez joyeuse, que vous étiez détendue. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Tout à fait. Et je peux aussi le dire parce qu'avec les outils auxquels j'ai été formée, j'ai appris à développer ces belles qualités indispensables aujourd'hui pour être bien dans la vie professionnelle et personnelle. Ben, ça fait du bien, Vanessa, d'entendre cela dans ce climat social qui est pour le peu anxiogène ces derniers temps. Donc nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines seulement. Nous avons échangé sur des sujets qui nous rapprochent, la santé en milieu professionnel. Mais avant de poursuivre sur ce sujet qui nous intéresse, on va commencer par l'essentiel. Pouvez-vous vous présenter, Vanessa ? Donc je m'appelle Vanessa Sionneau, je vais avoir 47 ans et je viens de m'installer en Touraine, voilà, dans cette belle région. Et vous venez d'où, Vanessa ? Et je viens des Hauts-de-France. D'accord, très bien. Vous êtes mariée ? Et je suis mariée avec une fille qui va sur ses 20 ans. Très bien, merci. Donc, vous avez été aussi de votre parcours professionnel assistante de direction pendant près de 23 années, Oui. Dans un univers des métiers du transport et de la logistique. Et d'un seul coup, je pense que la réflexion elle a mûri quand même, mais vous décidez un changement radical d'orientation et vous vous formez au métier du coaching santé et bien-être. Qu'est-ce qui s'est passé, Vanessa ? Eh bien, j'avais envie de pouvoir accompagner encore, parce que j'étais assistante de direction, donc j'ai accompagné les directeurs dans leur mission, mais j'avais envie d'accompagner à plus grande échelle d'autres personnes grâce à ce bien-être qui fait notre quotidien et que j'ai pu percevoir dans nos équipes, car j'étais en charge de l'intégration, de leur accueil, donc d'animer aussi les points d'information. Et j'ai vu à quel point une équipe qui se sentait bien au travail pouvait être performante, présente, dynamique, positive. Et j'avais envie de pouvoir étendre ça en dehors de ma fonction et de l'équipe dans laquelle j'étais. Donc c'est effectivement ces années passées dans ces environnements parfois difficiles qui vous ont alerté sur la précarité de la santé des salariés en général, au point de vous faire réagir en vous disant il faut que je fasse quelque chose. J'avais envie, oui, de pouvoir, avant de quitter ce monde, de pouvoir semer des graines un peu partout. Oui, vous avez le temps, et on a tous le temps pour pouvoir oui. Non seulement les planter, ces graines, mais les voir pousser, on va les entretenir. Et s'épanouir. Exactement. Donc vous êtes devenue praticienne en éducation positive, sophrologue et spécialiste de massage assis. Et vous intervenez principalement en entreprise. Vanessa, c'est quoi l'éducation positive ? L'éducation positive, c'est tout ce qui va toucher, on va dire, l'aspect psychologique, émotionnel de notre être. Donc, c'est intervenir dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, auprès des parents pour pouvoir les aider à mieux se connaître sur la partie qu'est-ce qu'une émotion, à quoi ça sert, la confiance en soi, la motivation, tout le bonheur, qu'est-ce que c'est. Tous ces aspects psychosociaux que l'on a et qui sont à découvrir et à mieux connaître. Ça laisse supposer que tout cet aspect psychologique, on ne le maîtrise pas, on ne le connaît pas, on reste finalement dans une enveloppe physique de l'être. Et on passe à côté de l'enveloppe psychologique, émotionnelle ? Voilà, de toute cette partie interne que l'on a, toutes ces forces que l'on a, toutes ces compétences, tous ces aspects-là. Et en effet, l'idée, c'est de pouvoir apprendre à mieux se connaître en tant qu'être humain dès l'enfance, l'adolescence, pour pouvoir avoir une vie d'adulte plus assertive et plus épanouie. Alors vous êtes certifié coach professionnel santé et bien-être.
certification obtenue avec les félicitations du jury, donc bravo Vanessa. De façon générale, il y a des coachs pour tout aujourd'hui. Alors c'est parfois difficile de reconnaître ces petits, mais justement, c'est quoi être coach santé et bien-être? À qui cela s'adresse-t-il et quels bénéfices pour celles et ceux que vous accompagnez? Alors, il s'adresse déjà à chacun d'entre nous. Après, moi, j'ai souhaité continuer à travailler avec le monde de l'entreprise parce que j'en viens et j'aime et je me sens bien en entreprise. Mais j'accompagne aussi des personnes, des particuliers, sur tous ces sphères-là. Et en fait, c'est quoi être coach, comme vous dites, santé? C'est aussi avoir toutes les formations auxquelles je me suis formée, moi, tous ces outils que j'ai et que je vais pouvoir aller sortir de ma valise en fonction de ce que la personne souhaite travailler. Ça peut être très bien sur la gestion du stress, sur apprendre à se déconnecter, ça peut être avoir davantage confiance en soi, donc pour tout aussi préparer un oral qui peut être en entreprise, un entretien, mais aussi un oral pour le brevet, pour le bac de français ou le grand oral ou à l'université. Donc ça, c'est pour la partie personnelle et pour la partie professionnelle. Tout le coaching me sert aussi à accompagner le changement, à pouvoir faire des audits bien-être, à pouvoir avoir un échange avec chacun des collaborateurs pour qu'ils deviennent acteurs eux aussi de leur bien-être au travail. Voilà. Et donner faire remonter leurs besoins pour qu'il y ait un mouvement qui se passe du système, mais en travaillant avec chacun d'entre eux. Donc ça revient à dire, on parle presque d'entraînement en quelque sorte, où on a plutôt tendance à évoquer l'entraînement physique, on revient au propos de tout à l'heure sur le préambule. On est aussi dans cette nécessité de pouvoir entraîner la psychologie de l'individu, à pouvoir réagir, à pouvoir travailler ses émotions, à pouvoir aller chercher au fond de lui-même les ressources nécessaires pour pouvoir s'exprimer. Tout comme exactement apprendre à se détendre, à relâcher le système nerveux, mais avant de pouvoir s'entraîner, il faut déjà avoir conscience des choses. Et dès lors qu'on a conscience de comment nous fonctionnons, on comprend mieux et de là on peut plus facilement s'entraîner et détecter les moments où on a besoin aussi de pouvoir actionner les outils qu'on a appris. Apprendre à mieux se connaître soi-même avant même de connaître son environnement, son mode d'expression est absolument essentiel. D'ailleurs, connaître un petit peu le poids qu'on est capable de porter. Et la force qu'on est capable de déployer. Et de déployer, c'est bien ça. Bon, donc ça c'est quelque chose d'essentiel dans l'être. Souvent, effectivement, on le dit, on passe à côté de ces choses-là et que même de pouvoir dépasser cette idée qu'on a de l'impossible. Finalement, l'impossible n'existe pas en soi si on n'a pas justement pris conscience que les choses pouvaient se réaliser quand elles étaient bien maîtrisées. C'est ça. Et pour pouvoir réaliser cet impossible, c'est déjà comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir y aller et du coup développer cette belle résilience que l'on a et qui ne demande qu'à être entraîné. On est alors dans la culture un petit peu franco-française, on est souvent dans le constat de déjà partir du constat que c'est pas possible avant d'imaginer qu'on puisse le réaliser en se disant alors voilà, on va le faire, maintenant on va mettre en place les moyens pour le faire. Mais on part du constat, non, je ne peux pas, c'est pas possible. C'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement? Tout à fait, et qu'il est possible justement d'entraîner pour voir les choses différemment. Donc là, on est sur aussi la capacité à pouvoir se projeter de manière positive. Et on a le droit d'envisager le pire du pire du pire du pire. Ça, c'est une technique qu'on apprend en psychologie positive. Mais aussi le mieux du mieux du mieux du mieux pour pouvoir après faire une espèce de balance de tout ça. Et c'est un entraînement, c'est vraiment un entraînement du cerveau. Et après, on est capable de se projeter de manière positive. Vous rencontrez régulièrement des individus qui sont justement en rupture de conscience par rapport à leur capacité finalement qu'ils ignorent eux-mêmes de pouvoir évoluer et de tout doucement par vos interventions leur permettre cette prise de confiance aussi. Confiance qui rime avec conscience, les deux sont pas dissociables au bout du compte. Oui, tout à fait. Il peut y avoir vraiment des personnes qui ne vont pas avoir conscience de leur corps, de la présence de leur corps, de la force de la vie qui les habite.
donc qui vont tout le temps être dans le mental et pas dans le corps. Donc l'idée, c'est de pouvoir retrouver un alignement corps-mental. Et d'autres qui vont être bien souvent dans les douleurs, dans les tensions, mais parce qu'il va y avoir un système de pensée qui va être tendance à être négatif. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir travailler sur et le corps et le mental pour pouvoir retrouver cet alignement. Et les valeurs aussi qui nous habitent. Bien entendu. Voilà. Donc, et tout ça, ce sont des techniques qui nous rapprochent évidemment de métiers bien particuliers. Et je vais en revenir justement à la sophrologie. Vanessa, on est nombreux à avoir déjà entendu parler de sophrologie, mais je ne suis pas certain que nous sachions réellement ce que c'est. Donc, dites-nous, c'est quoi la sophrologie, Vanessa? Ce que vous appelez, vous, la pédagogie de l'existence. Exactement. Donc la sophrologie veut dire en fait l'étude de la conscience. On est vraiment sur, telle que je l'ai apprise, donc la sophrologie caïcédienne, on est vraiment sur la science de la conscience. Et l'idée, c'est de pouvoir prendre conscience au fur et à mesure de qui nous sommes, mais dans notre globalité, comme je disais, corps et mental, valeurs, émotions, pour pouvoir apprendre à se connaître de l'intérieur, pour pouvoir ensuite mieux exister à l'extérieur. Et donc pouvoir avoir des outils qui vont nous permettre de pouvoir, par exemple s'il y a une réunion importante, eh bien d'avoir cette bonne prise de position, d'être à la bonne place, d'avoir une projection positive de soi, d'être dans l'ouverture. Et parce que mieux on est avec soi, plus on est ouvert aussi aux autres et à l'échange. Alors physiquement, Vanessa, est-ce que ça a aussi une relation directe avec notre savoir respirer? Oui, bien sûr, on apprend aussi à respirer, à observer, à contempler déjà sa respiration, sans chercher dans un premier temps à la modifier, simplement apprendre à contempler, à observer et au fur et à mesure, avec les détentes du corps, avec la respiration, on revient à une respiration qui va être plus abdominale, plus diaphragmatique. On utilise notre beau diaphragme qui est là que pour ça. Et puis, la respiration nous sert dans tous les moments de la vie professionnelle ou personnelle parce qu'elle nous permet de revenir à nous-mêmes et à pouvoir apaiser le système nerveux. Et c'est pour ça qu'on appelle ce moment qu'on passe ensemble un temps de respiration aussi. Voilà, c'est de redescendre un petit peu justement à cet essentiel qui nous permet un peu d'échanger, de comprendre, de mettre en commun aussi ces fameuses émotions qui conditionnent un peu notre quotidien. Et le fait est que la respiration, souvent, on en parle souvent nous sur le plan sportif, on ne sait pas bien respirer. Vous parliez de diaphragme tout à l'heure, ce muscle qui vibre en permanence, qui sépare les organes vitaux du système digestif et qui est souvent un élément polluant dans la respiration parce qu'on ne sait pas s'en servir. Exactement, mais parfois on n'en a même pas conscience. Qu'il existe. Ouais, exactement. Donc vous voyez, on commence d'abord par prendre conscience, comprendre et après on peut passer à l'entraînement. Bon, c'est donc une vraie science et du coup cette science vous l'apportez aujourd'hui dans le cadre d'interventions en entreprise plutôt que de travailler directement avec des particuliers. Comment on procède en entreprise quand on fait une séance de sophrologie? Est-ce que ce sont des séances individuelles, collectives? Comment ça se passe? Alors c'est collectif en règle générale, maintenant ça peut bien sûr être individuel. Faut bien garder en tête cette liberté et cette adaptabilité qu'a la sophrologie. Ensuite, on peut le travailler sous forme de thème. On choisit un thème et on peut travailler dessus avec une technique de sophrologie, puis un cœur qui va être théorique mais restant adapté et accessible à tous. Et puis ensuite, on terminera par une technique
sur le sujet du jour. Et après, on peut aussi rentrer dans un programme de formation qui va permettre aux personnes de pouvoir avoir accès à ces outils tout au long de leur vie. Et je dis bien tout au long de leur vie, parce qu'on va toucher à la conscience. Et dès lors qu'on prend conscience des choses, on ne peut plus les omettre, on ne peut plus les mettre de côté. Donc ce sont bien des outils que l'on va apprendre. On va apprendre à mieux se connaître, ça c'est la partie théorie. Et on va aussi apprendre à utiliser des outils qui vont nous permettre de pouvoir faire face à des situations professionnelles et personnelles. Et comment du coup vous intervenez? Quelle est l'origine, la source de votre intervention? Est-ce que c'est le chef d'entreprise, parfois conscient peut-être d'un malaise au niveau de son collectif qui fait appel à vous? Est-ce que ce sont plutôt les salariés qui sont prescripteurs? Comment ça se passe? Eh bien, c'est vrai qu'il faut avant tout une ouverture d'esprit de la personne qui va être en charge de développer le bien-être au travail. Pour pouvoir avoir cette idée, cette recherche et puis faire appel à des spécialistes comme nous. Une fois que cette ouverture est présente chez la personne, ensuite ça peut aller très vite. Et voyez, sur 100, là je parle d'une population cadre, mais on pourrait très bien l'étendre à une population toute catégorie. Sur une centaine de cadres, 35 cadres se sont inscrits pour pouvoir suivre ce programme. Il y a un vrai besoin aujourd'hui dans cette société dans laquelle on passe notre temps à courir et à ne plus être, mais à être dans le faire. Et cette crainte que l'on peut avoir de prendre quelques instants, ne serait-ce que pour se concentrer sur notre respiration, on parle de micro-pauses qui peuvent durer quelques secondes, elle est essentielle pour pouvoir, lorsqu'on rouvre les yeux, avoir une nouvelle ouverture sur les sujets qu'on est en train de traiter. Vous voyez ? Et l'idée, c'est de pouvoir au moins avoir une personne, pour finir avec votre question, avoir une personne qui est assez sensible pour comprendre ce que ça peut apporter autant aux collaborateurs qu'à l'entreprise qui va gagner du coup en termes de concentration, de créativité, de motivation et de présence au travail. Alors, j'imagine que c'est un peu un fil aussi qu'on tire, quoi. Quand vous êtes alerté, vous avez un petit fil où on vous dit attention, voilà, moi mes équipes en ce moment, il y a un malaise qui s'installe, il y a vraiment une forme de rupture, et puis vous allez découvrir des choses qui ne sont même pas imaginées, même pas en conscience. Des personnels, des équipes ou même du chef d'entreprise. Donc parfois vous allez certainement un peu loin, non ? C'est possible. Oui, en tous les cas, dans les échanges que je peux avoir, qui sont bien évidemment confidentiels et anonymes, hein, oui, ça peut aller très loin. Et là, je ressens qu'il y a un vrai besoin aussi d'être écouté, d'être entendu. Et chacun a envie de faire de son mieux, mais parfois, faire de son mieux, on est empêché de le faire parce qu'on n'a pas été entendu ou pas écouté. Et le fait d'accorder aussi une certaine écoute et une certaine présence et reconnaissance aux collaborateurs permet de pouvoir avancer et être davantage présent à ce pourquoi ils participent, à ce à quoi ils participent en entreprise. Là, on est dans une démarche qui tend à faire prendre conscience aux gens, à les aider à finalement extraire leurs émotions de manière plus ou moins maîtrisée. Dans la poursuite du travail, vous intervenez également pour des moments un peu aussi relaxants, sur du massage assis. Est-ce que c'est la même population? Est-ce que c'est la suite logique? On travaille la sophrologie et on fait le massage assis. Comment la relation entre les deux, Vanessa? Il n'y en a pas forcément. Bien sûr, on peut les combiner, mais on peut très bien ne faire que du massage assis ou que de la sophrologie ou un mix des deux. Et là, on est sur
Le massage assis, pour moi, il a la particularité de pouvoir toucher énormément de personnes. Et les personnes avec lesquelles je travaille le plus, ce sont par exemple les logisticiens ou les sites de production, parce qu'on est sur des effectifs qui me permettent de pouvoir aller travailler avec des personnes postées. Donc, en équipe du matin, en équipe d'après-midi et de nuit. Et de pouvoir toucher un maximum de personnes. Parce qu'on est sur des massages assis qui durent 15 minutes. Oui, j'imagine qu'en 15 minutes, vous avez le temps de dénouer quelques nœuds, justement, physiques, et de vous apercevoir que sur le plan psychologique, parfois, sans rien dire, il y a quelques mauvais effets en lien avec le travail qui se répercutent sur la santé de la personne. Au massage, vous pouvez le ressentir. On peut ressentir en effet au niveau des tensions. Tout à fait corporelles lorsque je masse. Et ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment, ça agit là aussi sur un alignement corps-esprit, parce que c'est vraiment un moment pour soi, une bulle, une parenthèse, un moment pour se détendre. Et la méthode qui était créée par un kiné est vraiment très efficace. Moi je viens poser le poids de mon corps sur le dos, les épaules, les bras, les mains, le cuir chevelu, et la personne ressort de ce massage vraiment déconnectée en peu de temps. C'est vraiment efficace. Et puis ça fait maintenant quelques années que je pratique, et la satisfaction, elle est à 100%. Et du coup, je vais passer un petit temps entre vos mains, 15 minutes, mais est-ce que je ne vais pas avoir envie plutôt d'aller me reposer après coup, plutôt que de retourner sur mon poste de travail? Comment ça se passe du coup après? Eh bien, il y a ce moment qui pourrait ressembler à une micro-sieste. Donc on n'est pas sur une sieste de 2 heures où on a du mal à sortir de notre sieste de 2 heures, mais bien sur une sieste courte, donc une pause courte que l'on a pour soi, où quand on va se redresser, on va sentir qu'il y a des tensions qui sont parties. Donc on peut encore avoir quelques minutes dans lesquelles on va encore être un peu dans sa bulle, mais par contre après il y a un regain d'énergie, comme une micro-sieste. D'accord. Les interventions aujourd'hui dans le cadre de l'entreprise, indifféremment, vous parliez tout à l'heure d'un public plutôt cadre, vous travaillez également avec en usine dans le monde des ouvriers. Quel regard aussi portent les chefs d'entreprise sur votre activité? Est-ce qu'ils font partie aussi de vos cibles, si je puis dire? Bien sûr, bien sûr. Et quand j'interviens en massage assis, les créneaux sont ouverts à tous. Et je peux très bien avoir le chef de l'établissement, tout comme le cariste, si je parle d'un site logistique en fait. C'est vraiment ouvert à tous, et tout le monde apprécie les massages, quel que soit, en tous les cas, la majorité apprécie les massages, quel que soit le niveau dans l'entreprise. Oui, ça casse les codes hiérarchiques. Exactement, il y en a nous sommes plus. tous humains. C'est ça, une tête, 2 jambes, 2 bras. Voilà. Une petite question justement en matière de prévention par rapport à tous ces sujets. Quel est votre retour d'expérience par rapport à ça? Où on se situe justement dans cette prise de conscience de l'entreprise que la santé, alors en général, de toutes ces parties prenantes, est quelque chose d'important à anticiper, à prévenir plutôt que de guérir? Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré? On parlait de qualité de vie et conditions de travail. Pas encore par toutes les entreprises, mais avec ce que l'État impulse de faire cette semaine du bien-être au travail. Les choses sont en train de bouger, c'est en train de se faire. Et le peu d'entreprises qui ont déjà fait toutes ces démarches, et parfois depuis plusieurs années, mesurent l'importance que ça peut avoir en termes de satisfaction, autant, comme je vous le disais tout à l'heure, des collaborateurs, mais le retour que ça a sur investissement, il est aussi là parce que les personnes sont motivées, sont contentes, se sentent considérées, et donc on vient surtout toucher un gros poste qui est l'absentéisme. Moins d'arrêt de travail, moins d'absentéisme, et
Et c'est ce que, en fait, aussi, ces semaines de bien-être au travail et ce bien-être au travail essaye de faire passer comme message. C'est soyons dans ce bien-être qui va, maintenant on sort de cette semaine de travail, qui va de plus en plus constant tout au long de l'année pour permettre une meilleure productivité du fait aussi de la fidélité des collaborateurs qui sera différente et puis de cette présence. Donc ça bonifie également l'identité de marque ou l'image de marque des entreprises, notamment sur ce qu'on appelle la marque employeur, oui. Pouvoir essayer de conserver ses talents, conserver ses collaborateurs et potentiellement aller en séduire, en attirer des nouveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté de l'emploi, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent et qui ont beaucoup de mal à recruter et surtout à fidéliser. Donc on peut dire que vos activités conditionnent juste cet aspect des choses. Bien sûr, et c'est très important d'ailleurs, parce que j'ai déjà eu des retours, notamment, je vais reprendre des caristes, qui me disaient, bon c'est vrai, de toute façon c'est pas un métier, on est très bien payé, quel que soit vraiment l'endroit où on va, ça se joue à pas grand-chose. Par contre, le fait qu'on se sente bien, le fait que vous veniez, là j'interviens 4 fois par an, le fait que vous veniez régulièrement, vous voyez, ça c'est quelque chose qui moi me donne envie de rester. Ah, ça c'est un beau témoignage. Quelque chose, Vanessa, qui m'inspire aussi quand on regarde de près vos éléments de valeur et votre parcours. Alors, vous évoquez la rigologie, le coaching de la joie de vivre. Vanessa, on apprend à rigoler et à être joyeux avec vous? C'est possible grâce à la rigologie. Donc la rigologie, c'est une méthode pour pouvoir se libérer des émotions et pour pouvoir apprendre à se connecter à soi, à se connecter aux autres. On va aller jouer, où on va aller aussi être présent à soi et puis où on va aller progressivement faire des exercices de rire et enfin apprendre à faire de la méditation du rire. C'est un instant où mais tout ça, c'est un procédé pour arriver jusque-là, cette belle cerise sur le gâteau, où on apprend après à se laisser aller à son rire et au rire des autres. Parce que c'est quelque chose qui est contagieux. Mais oui, alors c'est une bonne contagion quand même. Laisser supposer qu'on puisse ne pas se servir de ces muscles zygomatiques, c'est comme ça qu'on les appelle, oui. Qui nous permettent de pouvoir nourrir les expressions, les yeux qui s'éclairent, le visage qui d'un seul coup devient lumineux. Ça, c'est une vraie science, ça s'apprend. Ça s'apprend. Avec la rigologie, oui, moi j'ai été formée à ça. J'avais été formée avant au yoga du rire et je me suis formée à la rigologie qui permet davantage aussi d'aller se libérer, mais de manière complètement ludique, des émotions qui peuvent rester un peu bloquées là au niveau du plexus solaire quand on n'ose pas libérer sa colère ou alors afficher sa tristesse, etc. Donc là, on va libérer le corps de ces émotions qui sont un peu bloquées. Mais ça peut très bien se faire pareil avec un groupe de particuliers, un groupe de parents-enfants. C'est ce que j'ai pu faire, c'est pour ça que j'en parle, parents-enfants, que des particuliers, mais aussi en entreprise. Et j'ai fait des groupes jusqu'à 50, 60 personnes. Et tout le monde rigole. Mais oui. Et tout le monde finit. Alors après, je ne vais pas vous dire 100% des personnes adhèrent, parce que c'est un changement, parfois ça peut être un peu difficile, mais la force du groupe entraîne à minima. Et même les personnes pour qui c'est encore compliqué de se libérer, eh bien... vont se laisser bercer, on va dire, et vont apprécier de voir les autres rire. Vous voyez ? Mais en fait, c'est puiser quelque part dans la joie de l'autre, sa propre expression joyeuse. Oui, c'est ça. Ouais, vous voyez, donc effectivement, c'est contagieux. C'est ça. C'est plutôt une bonne chose. Oui. Mais je ne pensais pas que ça puisse être aussi une science qu'on puisse apprendre, mais bien qu'on puisse apprendre aussi à être aimable, courtois, bienveillant, sont des valeurs. Et puis derrière, là, je vous vois sourire, le fait d'avoir une approche aussi d'une discussion plutôt tranquille, ça tout de suite dégage un sourire. C'est bien. Vanessa, dans les valeurs de votre logo, même du nom de votre entreprise, vous utilisez l'expression mieux-être et l'image du papillon. Moi, il y a deux questions qui me viennent concernant cette identité.
Sur le mieux-être d'abord, on évoque, nous plus généralement, c'est pas nous, on parle souvent de bien-être. C'est quoi la différence entre mieux-être et bien-être, entre bien-être et mieux-être? C'est quoi la différence entre les deux? En fait, ça me rappelle une des directrices avec lesquelles j'ai pu travailler qui me disait « On ne peut pas être responsable du bonheur des autres ou du bien-être des autres. En revanche, on peut leur apporter des outils pour pouvoir se sentir mieux. » On a tous envie d'aller mieux sur certains domaines. Voilà. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. En fait, le mieux-être, c'est dans le sens d'améliorer. Être bien, c'est un état, mais qui peut durer quelques minutes, quelques heures. Et puis, on est comme ça, nous, les êtres humains, on varie. On n'est pas sur un bien-être qui est constant, qui ne bouge pas, qui est figé, non. Alors qu'on peut toujours être mieux sur plein de sujets. Donc en fait, c'est définir un petit peu des règles qui nous permettent de pouvoir évoluer dans la régularité, c'est-à-dire dans une éducation en quelque sorte. Oui, mais sans parler de règles, je vais encore reparler de mes outils, mais d'avoir des outils à disposition pour pouvoir aller mieux sur tel domaine, tel domaine, tel domaine. Bon, merci. Et le papillon, du coup? Le papillon, c'est pour la transformation. D'accord. La transformation et l'envol, et aussi l'ouverture. Très bien, sortir de sa chrysalide, de pouvoir s'exprimer, et puis du soleil, on aime bien voir les papillons, c'est léger. Hein. Il y a ce côté aussi fragile, éphémère, peut-être? Auquel j'ai pas forcément moi pensé. J'ai vraiment davantage pensé à cette transformation et à cette beauté qu'a le papillon parce qu'il est arrivé à maturité en fait avec tout ce développement qu'il y a pu y avoir. On restera sur ces valeurs positives alors. Vanessa, une personnalité de référence sur laquelle vous puisez vos inspirations quotidiennes, une sorte de mentor qui conditionne vos réflexions. Vous avez quelqu'un comme ça en tête? Oui, il y a une personne que j'apprécie beaucoup et qui m'a longtemps inspirée, et qui est l'ancien président pour lequel j'ai longuement travaillé et qui pour moi est une belle personne avec une belle humanité et qui m'a aussi permis de pouvoir oser à mon tour aller vers donner le meilleur de soi. Donc inspirant, cette petite pensée est donc pour lui. Merci Vanessa. Vous êtes sportive Vanessa? En tous les cas, je suis non sédentaire et active. D'accord. Voilà. Vous allez regarder les Jeux Olympiques et Paralympiques Je vais en entendre parler. Est-ce que je vais les regarder? Je ne suis pas certaine. Il n'y a pas un sport qui vous fait vibrer aujourd'hui, un athlète ou une athlète particulièrement pour lesquels d'un seul coup vous allez vous lever? Non, je suis plus sur non. Non, eh bien c'est pas grave. Allez, instant récréatif, Vanessa, un peu de fantaisie aussi, bien que cette discussion soit aussi dans cet esprit de fantaisie recherchée. Si vous êtes d'accord, nous allons nous prêter à un petit jeu de questions-réponses. Le principe, il est simple. Je vous propose 2 termes, 2 valeurs, 2 choses, 2 noms, et vous portez votre choix de manière spontanée sur votre préférence. Alors, 20 questions, 20 choix à porter, 1 minute, on va vite, et vous avez le droit à un joker. Pas 2, un joker. Ok. Prêt? Prête. Allez, c'est parti. Rêve ou réalité? Réalité. Trépidant ou paisible? Paisible. Assise ou debout? Debout. Écouter ou parler? Écoutez. Esprit d'équipe ou esprit de compétition? Équipe. Conditions de travail ou productivité? Conditions de travail. Théorie ou pratique? Pratique. Ville ou campagne? Campagne. Chien ou chat? Chien. Film ou série? Série. Leonardo DiCaprio ou Nathalie Portman? Nathalie Portman. Sport ou passeport? Sport. Ushuaïa ou des trains pas comme les autres? Ushuaïa. Dimanche ou lundi? Lundi. Federer ou Nadal? Nadal. Vin blanc ou vin rouge? Rouge. Rock ou classique? Rock. Courir ou marcher? Marcher. Sophrologie ou psychologie? Sophrologie. Bien-être ou mieux-être? Mieux-être.
Merci Vanessa Merci pour toutes ces à vous. réponses. Voilà, donc avant de vous laisser le mot de la conclusion, pouvez-vous nous transmettre trois valeurs qui pour vous sont au-dessus des autres? L'équité, pour moi c'est une valeur très importante, fondamentale. L'équité, la gentillesse et la liberté. Voilà, trois fortes valeurs en effet. Et puis, un mot de conclusion avant de terminer notre échange, un message particulier, un conseil que vous souhaiteriez passer à tout le monde, aux chefs d'entreprise, aux DRH, aux salariés que vous pourriez rencontrer. Quel serait, après cet échange, votre mot de conclusion, Vanessa? Soyez les bienvenus. Contactez-moi vraiment, en toute simplicité pour pouvoir avoir un échange. Il y a toujours plein de petites choses à faire et qui simples, qui peuvent vraiment changer le quotidien de tout un groupe ou de toute personne. Très bien, donc du coup, ça me permet d'enchaîner et de dire que on peut effectivement vous retrouver sur votre page LinkedIn, Vanessa Sionneau, qu'on peut également simplement vous joindre par téléphone. Le téléphone s'affiche sur l'écran, mais que le téléphone au 07 85 25 17 91, comme vous le soulignez, en toute simplicité, vous répondrez à tout le monde pour potentiellement les accompagner. Bien Donc nous vous retrouverons également sur le podcast, sur notre chaîne Spotify et en vidéo sur YouTube. Donc cet enregistrement sera mis à votre disposition. Vous serez bien entendu libre de pouvoir le partager à convenance. Donc un grand merci à vous Vanessa pour cet échange, pour cette respiration mieux-être. Et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour des séances de sophro, comme ça qu'on dit, ou de massage assis. En tous les cas, longue vie à votre activité, le mieux-être à la carte et bienvenue en Touraine. Merci Alain, merci pour ce temps accordé et puis ce beau travail que vous faites. C'est un vrai plaisir. Donc voilà, tout le monde, on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de l'épisode podcast 1 + 1 = 3. Et puis donc à très bientôt Vanessa. Bonne fin de journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.